برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Égalité Ensemble qui a pour thème Révolution iranienne, révolution féministe. Donc c'est une question à laquelle nos intervenants invités vont chercher à répondre. Je remercie en particulier Marlène Schiappa, Tristan Bannon, Irène Tolleret, Azadeh Thiriez, Vaïd Youssesoy et Amélia Lacrafi pour leur présence. Et je vous propose donc que vous vous présentiez au moment de la première question. Alors, Égalité Ensemble est une association qui promeut la mixité, l'égale dignité des êtres humains. Et donc, on est pile dans notre sujet. Donc, la première question est pour Vaïd. Quelles sont les sources historiques récentes des événements actuels en Iran ? En fait, merci beaucoup. Je m'appelle Vaïd et je suis doctorant à l'Université de Montréal. Je suis spécialiste de l'Iran et de la Turquie. Donc, les sources du mécontentement en Iran à l'égard du régime sont nombreuses. C'est un régime qui n'est pas représentatif des aspirations de la population, surtout les aspirations des femmes, des minorités ethniques. Mais je veux fournir en fait un aperçu des sources de mécontentement en Iran. En fait, à l'égard du régime, ces sources de mécontentement, en fait, perdurent depuis plus de 4 décennies. Donc, c'est un régime qui a essayé d'écrire son idéologie sur le corps des femmes. Donc, d'entrée du jeu, en fait, lorsque ce régime a pris le pouvoir, donc les femmes ont toujours été en fait, mécontentes de la façon dont la politique a été faite en Iran. Il y a les minorités ethniques qui ont toujours été mécontentes parce que leurs droits ont été brimés. Donc, il y a des En fait, il y a des minorités religieuses, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a toutes les couches de la société qui sont un peu révoltées contre le régime. C'est pour ça aussi qu'on voit une sorte de synergie de toutes les couches de la population qui se sont révoltées ces jours-ci pour dire non à la République islamique. Donc, on est arrivé à la 40e journée de ces manifestations récentes. Et en fait, juste pour vous dire que l'Iran est très habitué aux manifestations. Il y a eu des manifestations depuis le début de la Révolution parce que toutes ces couches sociales ont tenté de faire entendre en fait, leur voix. Mais les manifestations récentes se démarquent des manifestations précédentes à plusieurs égards parce que ce sont des manifestations qui ont vu la participation de toutes les couches sociales de la population. C'est la première fois aussi que nous avons une composante féministe dans ces manifestations parce que, donc vous savez, en fait, le slogan le plus connu de ces manifestations, c'est Zan, Zendegi, Azadi, femme, vie, liberté, qui est une nouveauté d'ailleurs pour rejoindre en fait toute la population. Et ce sont des manifestations qui sont répandues à peu près dans toutes les 31 provinces du pays. Et le message est très clair de la part de la population, que ce soit des gens dans le Kurdistan, à Téhéran ou dans la province de Sistan et Baloutchistan. C'est que donc les gens veulent en fait le départ de ces régimes. Ils réclament la fin de la République islamique et ils sont très clairs en fait, par rapport à ces messages. Et ils sont aussi très clairs par rapport à ce qu'ils veulent auprès de la communauté internationale. Donc, en fait, vu que nous avons en fait quelques représentants de la France aujourd'hui, il est important que vous compreniez que les Iraniens en fait, veulent que vous ne reconnaissiez plus les représentants de la République islamique comme les représentants des Iraniens. Et donc, ils ont voulu que ce message passe. Et donc, c'est l'un des premiers pas. Parce que d'ailleurs, nous avons vu des manifestations tenues par la diaspora iranienne dans à peu près plus de 168 villes avec la participation des milliers d'Iraniens pour faire écho aux voix des Iraniens. Et c'était d'ailleurs l'un des messages qui a été promu par la diaspora et par la population à l'intérieur d'Iran.
C'est un peu en fait un aperçu de ce qui se passe dans le pays. Et juste pour vous dire, même si plus de 40 jours se sont écoulés, les manifestations ne se sont pas essoufflées. Au contraire, il y a une propagation de ces manifestations. Plus ça continue, plus nous sommes susceptibles de voir en fait des développements plus structurels. Et donc la question qu'on se pose, est-ce que le monde est prêt à accueillir un nouvel Iran? Parce que c'est une possibilité. Merci beaucoup. Fatimata va poser la prochaine question à Irène Tolleret qui est arrivée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Irène, en quoi le régime iranien constitue-t-il un régime d'apartheid sexiste? D'abord, merci de m'avoir invité et bravo pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, le régime iranien, on voit bien qu'il y a un refus total de la mixité, il y a des peines de prison pour les transgenres, il y a un système juridique qui est discriminatoire entre les droits des femmes et les droits des hommes qui sont différents. On tolère en Iran la mise à mort des homosexuels, on légalise des crimes d'honneur. Donc, très clairement, on ne traite pas de la même façon les gens en fonction de leur identité sexuelle et reproductive, donc les femmes par rapport aux hommes et les LGBTQI en général. Au niveau du Parlement européen, je ne cache pas qu'on n'est absolument pas d'accord avec ça. Et du coup, on a fait une résolution, une énième résolution pour parler des problèmes des femmes face à l'islam radical ou bien aux religions radicales en général, parce que l'extrémisme attaque toujours les droits des LGBTQI et des femmes. Et donc, le gros sujet d'actualité chez nous, indépendamment de législatifs sur une directive contre les violences et avancer dans l'égalité, surtout, nous voulons rentrer un certain nombre de droits pour les femmes dans la charte des droits fondamentaux dans notre Union européenne, et que cette Union européenne, devenant l'endroit où les droits des femmes sont les mieux mis en valeur et expliqués, puisse rayonner dans le monde et donner des idées à des régimes qui, d'un côté, veulent travailler avec l'Union européenne et de l'autre côté, se comportent comme des barbares vis-à-vis des femmes ou des LGBTQI. Je crois que c'est vraiment important qu'on donne l'exemple pour pouvoir faire évoluer dans ces pays-là les choses. Merci beaucoup. Irène Tolleret est eurodéputée du groupe Renaissance. Donc, on va passer à la question suivante, qui est pour Tristan Banon. Dans quelle mesure, selon vous, la révolution actuelle en Iran peut être perçue comme une révolution féministe, même si on l'a vu, sa dimension va au-delà? Ça a commencé par être une révolution féministe et je ne sais même pas si on peut le limiter au terme féministe. Ça a commencé par être une révolte humaniste. Il y avait tout d'un coup, il y a eu clairement un sentiment que ça débordait en fait. Ça fait longtemps que ça n'allait plus. Il y a eu ce sentiment que Mahsa Amini, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà bien plein de droits très discriminants vis-à-vis des femmes, du voile obligatoire, effectivement, on l'a dit, de l'interdiction de la mixité, mais pas que, aussi d'un avilissement total de la femme vis-à-vis de l'homme, de son appartenance totale à son mari quand elle est mariée. Enfin, beaucoup de choses ne convenaient pas depuis très longtemps et ont trouvé leur révolte via Mahsa Amini, parce qu'en fait, tout d'un coup, il y a eu ce sentiment que rien ne pouvait être pire. Pendant longtemps, je pense qu'il y a eu cette idée, il ne faut pas oublier que le régime actuel est arrivé en étant plébiscité. Il ne faut pas oublier ce truc-là. C'est-à-dire qu'au moment où Khamenei arrive au pouvoir, il y a un rejet du Shah d'Iran et il y a une volonté de tout le monde, femmes comprises, d'aider à ce que le régime islamique se mette en marche. Et pendant longtemps,
il y a eu sans doute, j'y étais pas, hein, mais c'est les retours que j'ai un peu des populations, des femmes là-bas et pas que, des hommes aussi. Pendant longtemps, il y a eu cette idée que certes, ça ne va pas, mais déjà une fois, on a dégagé le régime en place pour un autre régime et ça a été pire. Ça ne va pas, mais est-ce qu'en dégageant celui-ci, ça ne va pas être pire? Et tout d'un coup, il y a eu avec Massa Amini cette idée que non, en fait, rien ne peut être pire que ce régime islamique. Plus rien ne doit être accepté de la part de ce régime. Et je pense que c'est pour ça que ce qui a débuté comme étant une révolte féministe est devenu tout d'un coup une révolte humaniste et une révolte de toute la population et que c'est allé bien au-delà du problème discriminatoire qui est évidemment insupportable et intolérable, mais c'est un rejet total du régime en fait. C'est une volonté de renverser le régime. Donc oui, il y a une révolte féministe à l'origine de tout ça, mais d'abord les femmes ne sont plus seules et ça c'est important de le dire parce que si on prend des exemples comme l'Afghanistan, les femmes sont seules en Afghanistan. Les femmes qui se révoltent sont seules et les hommes ne les soutiennent pas. C'est pas du tout le cas actuellement en Iran. Les hommes sont tous derrière les femmes et ils sont tous unis pour renverser ce régime au péril de leur vie. Et on l'oublie souvent. C'est là-bas se révolter, c'est quand même, on a vu qu'il y avait eu de nombreux morts, que la répression était violente et ils savent que le prix à payer de cette révolte peut être terrible, ne va aller qu'en s'accentuant parce que c'est la seule force et possibilité que le régime a entre les mains, c'est la violence, c'est la terreur et la violence. C'est tout ce qu'ils ont à leur disposition pour lutter contre cette révolte. Donc, ils savent ce qu'ils encourent, mais aujourd'hui, ils ont ce sentiment que rien ne peut être pire que ce régime islamique et que tout ce qui est prôné par cet extrémisme religieux est devenu intolérable, au premier rang desquels, effectivement, la discrimination de la femme et l'avilissement de la femme, la chosification de la femme et tout ce qui est ministre de répression et police des mœurs. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à vous présenter pour me... Oui, pardon. Voilà, pardon. Alors, je sais que vous êtes autrice d'un livre. Je vais me présenter, je suis essayiste, je m'appelle Tristan Bannon, donc, et je travaille sur toutes les questions d'égalité et de laïcité aussi. Merci beaucoup. Donc, vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle La paix des sexes. Voilà. Donc voilà. là, c'était le petit moment promo. Donc, on va passer à la question suivante qui sera posée par Fatimata Nyang. Alors, quelle place pour le voile dans le système politique théocratique de l'Iran d'aujourd'hui? Quelle signification autour de la coupe des cheveux des femmes iraniennes? Et enfin, pourquoi les mollahs s'y accrochent-ils autant? Alors, la question est pour qui? La question est pour Azadeh Tiriez. Oui. Bonjour à vous et merci pour l'organisation de ce webinaire qui est très bienvenu. Je me présente, je suis philosophe, je suis spécialiste de la philosophie de Paul Ricoeur et entre autres, je suis vice-présidente du conseil scientifique du Fonds Ricoeur et j'enseigne à Sciences Po Rennes, la philosophie politique et morale. Et pour répondre à vos questions, je vais faire, si vous voulez, si vous me permettez, je vais répondre à votre première et troisième question en même temps, car je considère qu'elles sont dépendantes. Et puis, je viendrai sur votre seconde question, qui est la signification de la coupe des cheveux. Et je dois dire que le régime iranien, c'est un totalitarisme religieux. Et dans ce totalitarisme religieux des ayatollahs, où les frontières du contrôle sont sans limite, les femmes étaient les premières victimes de ce système dès l'avènement de cette république dite islamique. L'essence totalitaire de la république islamique incitait le régime à confirmer chaque jour encore plus sa totalité et à imposer davantage son idéologie. En plaçant la loi du charia au centre de son idéologie, la République islamique a pu immédiatement brouiller les frontières entre la vie privée et la vie publique. Tandis que dans d'autres systèmes totalitaires, il a fallu un temps pour sauter ces frontières, avec la loi du charia,
l'envahissement de la vie privée par le totalitarisme religieux de la République islamique était immédiat. En premier lieu, la République islamique a procédé par attaquer le corps féminin et petit à petit, elle a visé la figure de la femme comme une figure, comme une sorte d'effigie, comme une sorte de symbole sur laquelle son totalitarisme ne pourrait pas, sans laquelle son totalitarisme ne pourrait pas avoir lieu. Par conséquent, au fil des années, la République islamique a renforcé le code génétique de son idéologie autour de la négation de la figure de la femme. Durant toutes ces années, les fanatiques religieux qui avaient jadis leur tribune dans les petites mosquées ou les modestes endroits cultuels sont devenus les maléfiques bureaucrates dont leur brutalité vis-à-vis des femmes a conduit aisément le régime vers ce que j'appelle un totalitarisme achevé. Tandis que la République islamique, fière de sa réussite idéologique, avançait année par année sur son chemin dans le monde, s'imposait comme une puissance régionale, se frottait les mains pour faire peur à ses pays voisins avec son pouvoir balistique, les femmes iraniennes s'écrasaient chaque jour davantage sous le poids du silence du monde entier et payaient de leur vie. Je pense que le monde, quand même, doit être... Un jour, le monde doit répondre à tout ce qui s'est passé durant ces années-là en Iran. Et dans ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé en Iran? En couvrant le corps des femmes, la République islamique a essayé de les annuler, tout simplement. En attaquant le corps des femmes, ces corps qui portent pourtant la vie en eux, le totalitarisme religieux est allé à l'encontre de l'existence, à l'encontre de toute existence libre et choisie. Voilà pourquoi, après 43 années d'inégalité et d'humiliation, surtout imposées aux femmes, de torture, de mort, de toute forme de crime, les Iraniens crient leur colère en ces 3 mots, femme, vie, liberté. Ces 3 mots sont les mots les plus puissants que les Iraniens ont trouvés pour anéantir le totalitarisme. Je suis certaine qu'un jour viendra où on rassemblera les récits, parce que c'est important, c'est très important, on rassemblera le récit de toutes ces femmes, j'ai dit, réprimées, on en racontera leur vérité. À travers leur récit, ce n'est pas un sujet détenteur de vérité qui nous interpelle, c'est le monde humain qui se révèle à nous comme le terrain fascinant de rencontres attirant de nombreux sujets différents, comme disait Václav Havel dans un remarquable texte qu'il a écrit sur le totalitarisme. Mais vraiment, croyez-moi que ce jour viendra où on regardera admiratif les témoignages partagés de toutes ces Iraniennes, où on lira leur récit de vie et de liberté dans toute sa pluralité, parce que ça aussi c'est important, il faut le souligner, comme l'histoire d'un peuple courageux qui a su mettre fin, les mains vides, au totalitarisme religieux de la République islamique. Ça, c'était ma réponse pour vos 2 premières questions. Là, je reviens sur la 3e question, que je l'ai placée en 3e lieu. Si vous regardez dans l'histoire, vous voyez que cette histoire de couper les cheveux, ça existait à l'époque de Hérodote aussi. L'historien grec, il raconte comment, quand l'armée iranienne échoue dans des combats, les femmes coupent leurs cheveux, même les soldats, ils coupent leurs cheveux en signe de deuil et en signe de l'échec. Plus tard, quand on avance dans l'histoire, on voit par exemple dans le livre du roi de Ferdowsi, à travers de ces récits mythologiques, comment les femmes, ils coupaient leurs cheveux, notamment la femme de Siavash, qui est un héros mythologique, qui s'appelait Phalangis, qui coupe ses cheveux justement pour dire que voilà, je suis en deuil. Plus tard, on voit dans le roman moderne iranien qu'il existait un arbre qui s'appelait arbre de Souvachon, qui est un livre de Simin Daneshvar. Il existait un arbre qu'on appelait ça arbre de tresse.
qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les femmes endeuillées, elles coupaient leurs tresses, elles le mettaient en fait à cet arbre qui était devenu l'arbre de tresse qui témoignait le deuil de ces femmes qui ont perdu leur mari. Donc cette histoire, je pense que ça mérite beaucoup de travail scientifique, beaucoup de travail, et avec cet intérêt qu'on trouve de plus en plus pour cette question, on reviendra sur. Je pense qu'il y aura des travaux scientifiques qui vont être faits sur cette question. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter une chose sur le voile? Puisque dans vos questions, il y avait la question du voile. Il ne faut pas oublier que quand l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, il a fait du voile à l'époque, et même des femmes qui usuellement en Iran n'étaient pas spécifiquement pour le port du voile, il a fait du voile un symbole de conquête et de révolution. En fait, il a demandé expressément à toutes les femmes qui voulaient la révolution de porter le voile. Et il y a eu beaucoup de femmes, c'est documenté, on a des témoignages de femmes qui n'étaient pas des femmes qui portaient le voile au quotidien et qui l'ont porté pour soutenir cette révolution. Après, il a rendu le voile obligatoire et en cela, le voile est vraiment devenu quelque chose de très, très symbolique de ce régime oppressif. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça dans cette volonté aussi de retirer le voile, parce qu'il y a aussi, en retirant le voile, il y a aussi la remise en cause de tout ce régime qui avait absolument investi le port du voile et qui en avait fait un symbole de conquête, en fait. Et si on remonte à l'origine aussi des raisons pour lesquelles les femmes portent le voile, il y a aussi cette idée de garder sa belle chevelure pour le mari, pour l'homme, et de ne pas prendre le risque de provoquer l'envie des autres hommes qui ne sont pas son mari. Et peut-être aussi, je ne sais pas, effectivement, je pense que vous avez raison, des chercheurs se poseront toutes les questions qu'il y a à se poser. Peut-être qu'aussi, en les coupant, il y a la remise en cause de tout ça. Il y a la remise en cause du fait de se garder belle pour un mari seulement pour lui et de ne pas montrer ça aux autres et de dire, en fait, je fais ce que je veux. Je fais absolument ce que je veux. Je fais ce que je veux de mon apparence. Je fais ce que je veux de ma personne. Je fais ce que je veux de mes cheveux. Et en tout état de cause, je rejette aussi ce voile qui est un symbole du régime islamique et du totalitarisme religieux. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Pour cette précision. Oui, je voulais répondre aussi parce que cette question de couper les cheveux, ça existait bien avant l'islam en Iran, mais il faut souligner que le port de voile n'était pas immédiat en Iran et que surtout, je tiens vraiment ici à préciser un point très important, surtout pour tous nous, quand nous sommes en France, c'est que le port de voile ne vient pas, vraiment, c'était pas l'idée de Khomeini à l'origine, c'était l'idée de Moudjahidine. Ces Moudjahidines qui sont aujourd'hui en France, c'est eux qui ont imposé. Et c'est ça aussi qui est important et aussi révoltant pour nous, et que la base idéologique des ayatollahs de Téhéran, de la République islamique, notamment sur le port du voile, c'était les Moudjahidines du peuple, et ceux qu'on connaît ici en France sous le nom de la résistance iranienne, voilà, et qui sont bien présents et qui quand même qui essayent de récupérer le mouvement des Iraniens, et que juste, j'ajoute une petite parenthèse, une forme de mise en garde, que soyons vigilants sur ces Moudjahidines parce que ils sont dangereux. L'ennemi des Iraniens aujourd'hui, c'est l'idéologie islamiste, et l'idéologie islamiste est présentée à la fois par la République islamique et par ces Moudjahidines du peuple qui sont en France. Donc, la différence entre eux est que la République islamique a des frontières, un pays, il a eu ressources, il a pu mettre la main sur les ressources iraniennes, sur leur vie, mais les Moudjahidines, ils étaient un petit peu écartés, voilà, ils n'avaient pas ce pouvoir-là, donc ils ne l'ont pas. Mais vraiment, il faut mettre en garde. On parle de l'unité des Iraniens. Il faut savoir, le domaine d'Iran, Vahid, il a très bien parlé, le monde doit se préparer pour voir un nouveau Iran, mais l'Iran de demain, ce sera fait sans la République islamique et sans les Moudjahidines. Vraiment, je voulais profiter de cette tribune que vous me l'avez donnée pour préciser ce point pourtant très important. Merci. Je vois qu'Irène Tolleray veut dire un mot. Oui, j'entends. Après, moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur le fait que
l'extrémisme religieux de n'importe quelle religion se fait en faisant des régressions sur les droits des femmes. Et donc, le voile ou se couper les cheveux, au moins se couper les cheveux, c'est un geste volontaire de la part des femmes, alors que porter le voile de manière obligatoire, c'est une atteinte à la liberté des femmes de s'habiller comme elles veulent. Et donc, je pense que c'est vraiment très important qu'on soit en soutien de la révolution iranienne, parce que, comme ils leur disent, femme, vie, liberté, mais que il n'y a pas, même s'il y a une actualité iranienne, ce qui se passe en Iran, ça se passe aussi dans un certain nombre d'autres pays, et il n'y a pas une religion qui rattrape l'autre, hein, pour être très clair. On a le sujet du voile, des mariages forcés, des LGBTQI avec l'extrémisme radical musulman, mais on a des femmes qui meurent parce qu'elles n'ont pas pu avorter avec l'extrémiste religieux catholique. Donc, nous, au niveau européen, il est très important qu'on ne crée pas qu'on n'importe pas des conflits qui ne sont pas les nôtres, et notamment que l'on laisse toutes les personnes qui ont le choix d'avoir une religion la pratiquer, mais qu'en revanche, on soit absolument très rigoureux sur notre identité française qui est la laïcité, et au niveau européen sur la liberté de culte, en même temps que la liberté individuelle et aussi de ne pas avoir de religion du tout, et que les femmes sont absolument libres de leur corps, de leur choix, de s'habiller comme elles veulent, et que l'Union européenne soit vraiment cet espace de liberté. J'ai très peur des stigmatisations, d'où ma prise de parole, puisqu'en tant que députée européenne, mon métier, c'est déjà de trouver, ma mission, c'est déjà de trouver des compromis politiques au sein du Parlement européen, et aussi qu'on voit comment on travaille avec les différents pays qu'on accompagne. C'est ce qu'on peut appeler la diplomatie féministe, et qui est très importante aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vais poser la prochaine question à Amélia Lacrafi, qui se présentera. Donc, quel impact prévisible aurait la chute du régime islamiste sur la géopolitique de la région du Moyen-Orient? Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup d'organiser ce webinaire. Donc, je suis Amélia Lacrafi, je suis députée des Français de l'étranger, donc de la 10e circonscription des Français de l'étranger, qui englobe 3/4 de l'Afrique, les pays du Golfe et les pays de l'océan Indien. Et j'entame mon second mandat. La question intéressante, et je pense que si nous pourrions voir l'avenir, ce serait formidable, mais je pense que personne ne connaît l'avenir, surtout pour un régime autoritaire, mais nous saurons dans les semaines ou les mois qui viennent si ce régime des mollahs, qui est effectivement extrêmement contesté, et tant mieux, peut être ébranlé, voire défait. Nous en sommes au stade des révoltes localisées, de manifestations à la fois protéiformes, mais assez spontanées, et tout ceci peut se transformer, oui, en une révolution, comme on a pu connaître pour les printemps arabes, qui risque, hélas, et c'est ce qui est absolument effrayant, c'est d'être écrasé dans le sang par ce régime théocratique qui joue sa survie, et qui le sait très bien. En tout état de cause, je crois qu'on a effectivement franchi un point de non-retour après la mort de Mahsa Amini, quand on voit toutes ces femmes iraniennes qui, avec autant de courage, autant de détermination, enlèvent leur voile publiquement au péril de leur vie, qu'elles sont soutenues, comme le disait très bien Tristan, par tous ces hommes, et c'est ce qui nous donne un peu d'espoir. Voilà, on se dit qu'il se passe quelque chose d'important, qu'on doit accompagner, et je pense qu'on est toutes et tous là pour aussi porter leur voix. Alors, les conséquences de l'affaiblissement ou la chute de ce régime. Tout d'abord, si on veut parler un peu de géopolitique, je pense que ça pourrait déstabiliser un peu l'hégémonie en fait, de l'Iran au Yémen, en Irak, en Syrie ou au Liban. Où le Hezbollah joue un rôle essentiel. Le régime des mollahs attise en tout cas partout des antagonismes et fragilise des pays voisins comme les Émirats ou l'Arabie Saoudite, qui subissent des pressions permanentes. Je me souviens avoir été une fois à Riyad, le premier jour où les femmes pouvaient conduire, avec 10 députées françaises, et on s'est pris des
des missiles iraniens. Et c'était impressionnant de voir que jusque-là, ils peuvent tenter de déstabiliser. Un régime iranien aux abois viendra, je pense, enfin je l'espère, affaiblir aussi l'axe Moscou-Téhéran, avec un Poutine qui lui-même est en ce moment en difficulté, au regard des revers incessants que subit son armée d'invasion en Afrique. Et je pense, et j'espère en tout cas qu'isoler Poutine de ses alliés participerait à accélérer la fin du conflit en Europe. Je l'appelle de mes voeux. Après, j'espère, en tout cas, contrairement à ce qui s'est passé pour les révolutions arabes, j'espère que pour l'Iran, parce que c'est un grand pays, c'est la grandeur de l'Empire perse, j'espère que le pays pourrait connaître un processus d'ouverture au monde et de modernisation sociale et sociétale, à l'instar de ce qui se passe en Arabie ou aux Émirats. Quand on pense qu'en Arabie, on a la Mecque, Médine, et que le voile n'est plus du tout obligatoire, que les concerts sont les bienvenus, que les femmes peuvent voyager, qu'elles ont des droits, et que David Guetta a mixé à Riyad, on se dit comment est-il possible qu'en 2022, des mollahs peuvent rester à la tête d'un pays avec autant d'habitants. Après, voilà. Un changement de régime permettrait, je pense, aussi d'accroître la sécurité d'Israël et d'amoindrir en fait l'influence du Hezbollah sur le Liban, notamment dans sa politique à l'égard de son voisin. On pourrait donc espérer une normalisation entre les deux États, comme on semble d'ailleurs l'observer avec la récente signature de l'accord de la délimitation des frontières maritimes entre le Liban et Israël. Donc oui, l'impact sur la stabilité et la paix, j'imagine, au Moyen-Orient pourrait être indubitable si le régime pouvait être défait. Après, si on veut parler de matières premières, voilà, on se dit aussi que la réduction de la production iranienne de pétrole, qui fait partie des 10 premiers producteurs dans le monde, pourrait avoir une conséquence sur les marchés, mais je pense qu'elle serait aussi limitée parce qu'on traverse une crise et qu'on est plus en période de récession. Sur le plan nucléaire, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait peut-être relancer le JCPOA, l'accord nucléaire. Ensuite, voilà, plus globalement, les privilèges qui ont été donnés au complexe militaro-industriel sous l'égide des gardiens de la Révolution, qui est le bras armé du régime, a considérablement appauvri cette population iranienne avec des conséquences extrêmement néfastes sur leur niveau de vie, sur leur pouvoir d'achat, sur leur santé et sur l'éducation surtout. Alors oui, une chute du régime aurait donc de nombreuses conséquences positives, en tout cas je pense qu'on l'appelle tous de nos voeux, et tant dans la région que dans le monde, car les Iraniens exaspérés souhaitent aussi avoir des droits, et les Iraniennes veulent des droits, de l'espérance et le choix d'un avenir libre. Et voilà ce que je peux dire sur ce qu'on imagine ou ce qu'on souhaite sur cette géopolitique. Merci beaucoup. Alors, je vois que Vaïd veut intervenir. Oui. Voilà. Je voulais faire une petite intervention sur ce qu'Azadeh a dit d'ailleurs, donc c'est un point très, très important. Le silence du monde entier au cours de ces 43 années, lorsque les femmes iraniennes étaient sous répression. Ce qui est arrivé souvent, c'est que en fait, lorsque les femmes ont essayé, même à l'étranger, en fait, d'expliquer aux députés européens ou en fait, à l'Occident que c'était une sorte de répression, il y en a eu beaucoup qui se sont fait dire bah, c'est votre culture, il y a une dimension culturelle, donc l'hijab, on ne peut pas le critiquer, mais la chose qu'on devrait savoir, qui est d'ailleurs sortie en fait, de façon plus claire suite à ces manifestations, c'est que le foulard obligatoire n'a jamais été la culture d'Iran. Oui, le foulard a existé. Oui, il y a eu certaines couches de la population qui ont exercé le foulard ou qui ont porté le foulard. Il y a aussi eu, en fait, une autre dimension de la population, en fait, d'autres femmes qui ont choisi de ne pas porter le foulard. Et donc, je suis très content d'entendre, en fait, Madame Irène parler d'une politique féministe. Mais, en fait, écoutez, il y a eu beaucoup de déceptions aussi parce que, donc, nous avons vu certaines députées européennes qui sont rendues en Iran, qui ont porté le foulard obligatoire sans le remettre en question. Oui, on aime bien une politique en fait, féministe, mais cette politique féministe en fait, doit agir aussi dans de telles circonstances. Et donc, ces actions se sont déroulées il y a même 5 ans. En fait, nous avons vu une délégation suédoise qui s'est rendue en Iran
c'est un gouvernement féministe. Mais en fait, nous avons vu en fait les femmes qui ont porté le foulard obligatoire. Puis je vous dis que donc le foulard, c'est un choix pour les femmes. Mais du moment où c'est imposé, ce n'est plus un choix. Et donc, les femmes iraniennes, pendant longtemps, ont demandé que ces foulards obligatoires ne soient plus, en fait, légitimés par les députés européennes. Et donc, on espère que cette fois-ci, ça va être mieux compris. Je voudrais rebondir pour 2 points. Le premier point, c'est que ce n'est pas parce qu'on a fait mal dans le passé que ça doit être la règle pour l'action future. À titre personnel, il se passe que j'habitais à l'étranger au moment de l'accession de l'ayatollah Khomeini au pouvoir. Et donc, dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait tout le Moyen-Orient. Et donc, j'ai vu une copine qui avait 13 ans et demi et son père lui a dit « Si tu tiens à ton papa, tu mets le voile tout de suite ». Donc, moi, j'ai vu de l'intérieur ce que c'était que ce voile. Et je peux vous dire que les discussions entre l'adolescente et son père étaient des discussions très serrées, un peu comme moi quand je demandais à papa de sortir. Et il y avait eu une discussion, et donc le voile qui était arrivé à de négociations, c'était le foulard de noir et blanc à pompons de comment il s'appelle enfin bref, un chéchier ou un truc comme ça s'appelait. Donc bref, c'était pour essayer d'être un peu à la mode. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, en 2022, on a bien compris qu'il y avait des puissances étrangères, des religions qui mettaient beaucoup, beaucoup d'argent dans l'Union européenne et ailleurs pour financer des associations dans tous les pays, en allant viser dans les quartiers où il y a de la précarité, en faisant des actions d'associatives en direction des jeunes adolescents, en direction des femmes au foyer, en remettant des sujets délirants sur ce qu'est la pudeur, et petit à petit, prendre la main avec une religion qui a en fait un projet politique. Donc ça, aujourd'hui, on le sait en 2022. Et je crois que, bien entendu, nos positions changent. Par exemple, le Parlement européen, pour la première fois, a demandé que les associations religieuses ne puissent plus rentrer dans le Parlement, ne puissent plus être associées de manière neutre aux lois qui vont toucher, par exemple, aux droits des femmes, mais à la société en général, ne puissent plus être financées par de l'argent public européen. Et rien que poser ça sur la table, ça a tout de suite créé des discussions assez vives, d'où ma prise de parole en disant qu'on ne cible pas que l'islam, on cible toutes les religions, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui sont en action avec le même projet, qui est un projet politique. Comment prendre le pouvoir, diviser la société. Comment diviser la société? Et bien, avec une religion qui empêche les femmes de travailler, de conduire, sous prétexte que ça permettrait d'avoir plus d'emplois pour les hommes, plus d'immigration, ça c'est ce qui se passe dans l'Est de notre Union, ou beaucoup moins de problèmes de société parce qu'il y aurait moins d'insécurité, eh bien, toutes ces choses-là, aujourd'hui, on lutte dessus et on est bien au courant. Donc, je suis bien désolée du fait qu'il y ait pu avoir des délégations suédoises qui aient commis cette erreur, et je suis pleine d'espoir, et en tout cas, je peux vous dire qu'à la prochaine commission femmes, je demanderai que les délégations du Parlement européen qui vont en visite dans des pays sur lesquels il y a des régressions des droits des femmes ne respectent pas les codes qui sont imposés par ces pouvoirs répressifs. Merci beaucoup. Et là, en plus, tu es en train de t'avancer sur un sujet que l'on traitera dans un prochain webinaire et où je te contacterai justement. Alors, on va passer à la question suivante qui est posée par Fatima Tanyang à Azadeh Tiriez. Oui, ça va être la dernière question que je vais pouvoir poser. Après, j'ai des contraintes, j'ai une autre réunion. Les Iraniennes et les Iraniens qui participent à la révolution actuelle souhaitent que les négociations concernant le nucléaire soient arrêtées et les diplomates du régime islamiste expulsés. Pourquoi? Je réponds à votre question à 2 niveaux.
D'abord, j'évoquerai un niveau théorique et ensuite, je reviendrai sur un niveau pratique qui vient de notre vécu, du vécu de tous les Iraniens, notamment au moment du mouvement vert et tout ce qui s'est passé aux États-Unis vis-à-vis d'Obama et voilà. En fait, l'avènement de la révolution islamique, la guerre, la terreur, les assassinats de masse par les républiques islamiques et un temps abrité par l'illusion des réformes qui ont précédé des révoltes étudiantes et populaires qui se sont succédés les uns après les autres depuis 24 ans, depuis 1999-98. Mais ce qui s'est passé durant toutes ces années n'a fait que creuser des inégalités et le totalitarisme religieux a pu avancer en réprimant de plus en plus les Iraniens qui étaient les premières victimes de leur politique. Le retour sur l'accord nucléaire veut dire la voie de discussion et, pardon, j'ai pensé que j'étais coupée. Le retour sur l'accord nucléaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la voie de discussion et de la négociation est ouverte avec le régime actuel d'Iran. Il veut dire qu'on implique la diplomatie vis-à-vis des bouchers du peuple iranien. Accueillir ou garder les diplomates de la République islamique faut simplement dire que le monde entier garde sa relation comme si rien n'était avec cette République, qu'on le considère comme un État souverain et fréquentable. Or, on sait très bien aujourd'hui que la République islamique n'exerce pas le pouvoir, mais elle exerce la violence. On sait très bien que les Iraniens ne témoignent aucune reconnaissance pour ce régime. En absence de ces deux éléments, ça veut dire la reconnaissance et l'exercice de pouvoir, il nous est impossible de parler d'un État souverain. Ces éléments, je viens de les évoquer sur un plan, disons, de sciences politiques. Ensuite, je peux aussi parler sur ce même niveau théorique, je peux aussi parler d'un problème éthique. Jusqu'à quand les États du monde peuvent utiliser le langage de la diplomatie avec un régime dont l'usage de la violence démesurée reste sa caractéristique principale? Comment utiliser le langage rationnel de la diplomatie avec un régime qui piétine toute forme de rationalité politique, pourtant primordiale pour organiser une communauté historique à l'intérieur des frontières définies? Ensuite, sur un plan qui arrive, en fait, c'est un plan de notre vécu, d'histoire pas très lointain, il y a, au moment du mouvement vert, en 2009, ce qui s'est passé est qu'au moment où tous les Iraniens étaient dans la rue, il y a un lobby des Iraniens qui s'appelle NAYAK, maintenant tout le monde le connaît. Ils sont arrivés, ils ont donné des conseils à Obama, et Obama a libéré l'argent sur le fond de cet accord de nucléaire. Il a libéré les argents, les devoirs des Iraniens qui a été gelé. Qu'est-ce qui se passe? Ça leur a donné de l'argent. Ils ont pu faire entrer les forces de sécurité des pays de Liban, de Hezbollah ou je ne sais pas quoi. Ils ont pu acheter des matériels, ils ont payé pour réprimer le monde. Si cela n'a pas eu lieu, peut-être l'histoire aujourd'hui, ce n'était pas ça. Peut-être toutes ces vies arrachées, tuées, tous ces enfants qui sont en train de tuer maintenant, qui sont en train de se faire tuer, peut-être ils étaient en vie. Vous voyez? Donc, c'est grave. Il faut que tout le monde coupe tous les liens avec la République islamique. L'accord nucléaire, c'est fini. C'est fini, on n'en parle plus. Les Iraniens veulent que ce régime parte. Point barre. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est des questions aussi financières. Financer un régime d'apartheid sexiste et violent et qui finance d'autres organisations terroristes, quand on passe un accord économique quelconque, on sait que cet argent va servir à des armes notamment. Alors, on va passer à la question suivante. Et donc, elle est pour Amélia Lacrafi. Quel rôle le Parlement français pourrait-il jouer pour soutenir le respect des droits humains d'égalité en Iran? Alors, plusieurs. Tout d'abord, nous avons une chance en France,
c'est que nous avons un des plus vieux parlements du monde. C'est pas le plus vieux, mais c'est un des plus vieux. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas réponse à tout, de tout ce qui va bien tout le temps, mais en tout cas, on a réponse à ce qui ne va pas. Et on peut accompagner, si on a un de nouveaux dirigeants ouverts, on peut accompagner sur ce qui ne va pas et sur l'exemple démocratique français. Après, les parlementaires français, on aime et on vraiment beaucoup travailler sur les sujets de diplomatie parlementaire. La diplomatie se fait à tous les niveaux, entre présidents, entre ministres, entre ambassadeurs. Et au niveau des députés, on a la chance d'avoir 160 groupes d'amitié parlementaires. Et les parlementaires français et les parlementaires du pays, du groupe d'amitié, on travaille ensemble souvent sur des textes et on nous demande souvent des textes, notamment sur les droits des femmes ou l'égalité homme-femme, l'émancipation économique des femmes. Et on a beaucoup de pays qui nous demandent et on peut partager nos textes et échanger sur nos méthodes de travail. On peut aussi intervenir à des niveaux pour porter la parole de certaines personnes à qui elle est confisquée. Et ce qui est intéressant, c'est que la France, en tout cas, on a aussi la chance d'être un des 5 pays à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Donc, on a une voix qui porte. Et je pense qu'on ne l'utilise pas assez, cette voix qui porte, et on pourrait l'utiliser beaucoup plus. Et après, je pense qu'on doit, et on est en train, avec plusieurs collègues députés, de se révolter sur le fait que en 2021, l'Iran on a voté pour, en tout cas les députés, pas les députés, aux Nations Unies, nous avons l'Iran. Dans la commission UN Women, au CSW, et quand on voit, en fait, la définition de cette commission, quand on voit les termes émancipation économique des femmes, quand on voit droit des femmes, on se demande, mais comment et pourquoi les pays présents, la France n'y est pas, parce qu'on a un certain nombre de pays par grande région, et c'est des mandats de 6 ans. Pourquoi l'Iran y est et comment, qu'est-ce qui est passé par la tête des autres pays pour accepter que l'Iran y soit? Je pense qu'on peut pousser du coup les députés, les eurodéputés. Je pense qu'ensemble on peut travailler pour revoir nos grandes institutions. Quand on se rend compte que toutes nos institutions, notamment les Nations Unies, ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale et que la géopolitique mondiale a totalement changé, les forces ont totalement changé. Je pense qu'il va falloir revoir peut-être le fonctionnement de ces organisations et que le monde de 1946 et le monde de 2022 n'est absolument pas le même et que si on rêve de liberté, d'égalité, mais de quoi on parle? On parle juste de la moitié de l'humanité. Et je pense que les mots-là ont juste oublié que les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et on ne peut pas s'asseoir comme ça sur la moitié de l'humanité et avoir un siège aux Nations Unies et avoir un siège dans cette commission femmes. Et voilà, je pense qu'on peut influencer et pousser et peser de tout notre poids pour les exclure et les isoler encore un peu plus. Ce qui est triste, c'est que c'est encore une fois la population qui va souffrir, la population qui souffre de cette inflation endémique et de tous ces problèmes économiques iraniens, malheureusement. Mais je pense que la population est prête et à nous de les soutenir et encore une fois, porter leur voix dans les médias, porter leur voix partout, dès qu'on le peut, sur les réseaux sociaux. Et ce genre de rencontre, je pense, est importante. Et dernier point, je pense que on peut aussi les accompagner sur des jeunes ou moins jeunes iraniennes qui ont envie de se lancer en politique. Pourquoi pas? Moi, je suis prête à créer des échanges, du mentoring, des choses comme ça. Et je pense qu'on peut apporter quelque chose. Enfin, je l'espère. Oui, merci beaucoup. Et ce que vous avez dit est extrêmement intéressant parce qu'on le voit, notamment pour les accords de Doha qui ont été signés entre les États-Unis et les talibans. En fait, les femmes du Parlement afghan avaient prévenu qu'elles avaient été exclues des négociations.
Donc, on a un vrai problème, peut-être même avec la Convention de Vienne. Il y a des conventions qui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années et qui ne précisent pas que, voilà, peut-être que dans la représentation des pays, quand ils signent, il faudrait qu'il y ait une notion de parité. On a un problème de gouvernance paritaire. Voilà, si déjà ceux qui font les conventions ne sont pas paritaires, si aux Nations Unies, on n'a pas de représentation suffisante de femmes dans, voilà, tout simplement, les pays envoient que des hommes négocier pratiquement. Il y a certains pays, vous n'avez quasiment pas de femmes. Et puis, elles sont exclues des négociations, exclues des traités. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc on a une confiscation de la représentativité. Donc tout ça, c'est une réflexion qu'il est très intéressante à mener et on le fera parce qu'on est un think tank, donc notre but, c'est d'avoir des propositions. Donc ça, ce que vous avez dit, c'est extrêmement intéressant et c'est une piste d'action qu'il faudra que l'on visite et que l'on aille mettre sur la table le plus haut possible. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Donc, la question suivante est pour Tristan Banon. Quel rôle la société civile peut jouer dans le soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté ? Alors d'abord, j'en profite parce que je voulais revenir sur quelque chose que Vahid a dit et auquel Irène Tolré a répondu. Je pense que ce qu'il faut quand même mettre sur le tapis, c'est la question du relativisme culturel. Et ce relativisme culturel, pardon de le dire, mais il existe encore à l'échelle de l'Europe. On a vu le Conseil de l'Europe faire des publicités cette année, enfin des affiches, des campagnes avec des femmes voilées en disant que c'est l'émancipation par le voile, la liberté par le voile, la joie par le voile. Je suis complètement pour la liberté absolue et totale de porter le voile dans l'espace public, puisque j'ai la chance de vivre dans un pays libre et on doit avoir la possibilité de porter le voile dans l'espace public. Je suis évidemment contre la stigmatisation et la discrimination des femmes voilées. De là, à l'échelle de l'Europe, à nous vendre le voile comme étant un symbole de liberté, pardon, mais je trouve ça terriblement insultant pour les femmes iraniennes qui sont en train de risquer leur vie pour dénoncer ce symbole que représente le voile, et extrêmement mensonger vis-à-vis du reste du monde. Je trouve qu'il y a là un relativisme, tout ça se cache derrière un relativisme culturel qui n'était déjà pas acceptable avant les événements iraniens et qui l'est d'autant moins maintenant. Donc c'est juste que je voulais tempérer sur le fait que l'Europe d'avant n'est pas l'Europe d'aujourd'hui et qu'on apprend et que, bon, ça dépend quelles instances d'Europe, ça dépend quel est l'entrisme de certaines associations au sein de ces instances, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Il y a certaines parties de l'Europe qui apparemment a du mal à mettre à bas certaines idées. Alors sinon, pour vous répondre sur ce qu'on peut faire, je pense que Amélia Lacrafi a dit beaucoup de choses, parce que finalement, je pense que ce que vous pouvez faire n'est pas très éloigné de ce que le tout un chacun peut faire, c'est-à-dire servir de caisse de résonance à ces femmes et à ces hommes qui, eux, là-bas, on a beaucoup de mal à réaliser, je pense, même quand on voit les assassinats qui sont perpétrés par le régime, même quand on voit la répression, on a beaucoup de mal à imaginer à quel point le simple fait d'aller revendiquer la liberté dans la rue est un acte et de courage et surtout un acte qui met en jeu votre vie. Et je pense que nous tous, on est à l'ère des réseaux sociaux, on a Twitter, on a Instagram, on a tout un tas de façons de faire caisse de résonance qui n'était pas nécessairement possible avant. On se doit d'essayer de faire continuer d'entendre leur voix. Je suis souvent très choquée par le fait que plus personne ne parle des femmes afghanes. Il faut espérer que ce phénomène-là, qui est une sorte de phénomène de lassitude et un phénomène d'aqua bon finalement, parce que quand je demande à certaines personnes qui étaient très vent debout sur la question afghane, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il faut espérer que ça n'arrive pas pour le peuple iranien, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer à penser à eux, on peut continuer à faire parler d'eux, on peut continuer à faire entendre leur voix et à faire entendre leurs revendications, et c'est en parlant tout le temps que justement peut-être on va éviter que l'Iran continue d'être accepté, le régime islamique continue d'être accepté comme un régime comme les autres par le reste de la communauté internationale, parce que s'il y a faut pas oublier quand même que c'est les peuples qui font les élus et qui font les représentants. Si les peuples du monde n'oublient pas
les Iraniens, les représentants internationaux ne pourront pas les oublier, en fait. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question va à Irène Tolleret. Comment l'Europe peut-elle soutenir la démocratisation de l'Iran? Merci. Juste un petit point, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Tristan, je m'étais peut-être mal exprimée. Nous sommes aujourd'hui attaqués par des associations islamistes horribles, très réactionnaires, comme des associations catholiques très réactionnaires qui font de l'entrisme parce que le processus démocratique européen est très consultatif, donc ils sont très mobilisés sur les consultations en ligne. Et typiquement, la campagne qui est sortie, le lendemain, elle était arrêtée. Dans le budget de 2023, nous avons carrément demandé à la Commission de ne plus laisser rentrer aucune association religieuse et pas les écouter. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec cette campagne, c'est très exactement ce qui s'est passé en France avec le Burkini ou avec le collectif des hijabeuses, c'est-à-dire des gens qui étaient plutôt, des jeunes filles qui étaient plutôt tranquilles et modérées, à qui, avec exactement les mêmes techniques, que ce soit pour n'importe quelle religion, ces associations qui veulent le chaos leur expliquent qu'elles sont des victimes parce qu'elles ne peuvent pas exercer leur foi jusqu'au bout, et que exercer sa foi jusqu'au bout, c'est porter un burkini à la piscine municipale ou porter un voile pour jouer au foot, alors que franchement, quand on joue au foot, on n'a pas besoin d'avoir un voile, ça ne nous aide pas du tout à être performante. Et donc, il est très important qu'on tape là où ça fait mal sur ces associations, mais qu'en aucun cas, on ne crée une division de la société. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas qu'on en arrive à avoir des personnes qui pensent que parce qu'on veut interdire ces pubs, on a un problème avec l'islam. Non, on a un problème avec l'islam radical qui empêche les droits et leurs méthodes d'action qui sont des méthodes d'entrisme politique et aussi, de lavage de cerveau auprès des plus jeunes, avec des choses très ciblées. On peut se poser la question, pourquoi la Pologne, qui avait le droit d'avortement en 83, l'a interdit en 2022 quand même. Donc, à un moment donné, c'est vraiment un travail de fond sur les plus jeunes pour leur mettre des idées moyenâgeuses dans la tête. Donc, particulièrement par rapport à l'Iran, depuis 2019, moi je suis élue depuis le 19, le sujet iranien, on n'a pas arrêté. Pour la bonne et simple raison que le régime iranien n'a pas arrêté. Ça a été, par exemple, mars 2019, on a pris la défense des défenseurs des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, en Iran, les journalistes, tous les objecteurs de conscience sont tous ceux qui veulent utiliser leur liberté d'expression, y compris dans des rassemblements pacifiques, le gouvernement iranien les met directement en prison, pas forcément en les traitant, en respectant toutes les conventions des droits de l'homme. En 2019, pareil sur les défenseuses des droits des femmes, mais également on a des binationaux européens, iraniens qui ont été emprisonnés en violation de tous les droits de l'homme. On a aussi fait quelque chose en décembre 2019 suite aux manifestations extrêmement violentes après que les autorités iraniennes avaient vraiment monté les prix du carburant et tout ça en réponse à des sanctions américaines. Il y a eu des morts et donc on a vraiment encore une fois demander aux Iraniens de respecter les droits de l'homme et notamment de ceux qui sont des manifestants et également demander à l'Iran d'arrêter de couper Internet parce que c'est un outil de communication important. On a aussi, et je m'étais particulièrement mobilisée sur le cas de Nasrin Sotoudeh,
L'avocate mise en prison parce qu'elle défendait des femmes qui ne voulaient pas porter le voile. Vraiment, alors elle a été un peu relâchée, puis remise en prison. Enfin, c'est horrible. Et puis en 2021, la détention de la binationale suédoise iranienne Ahmad Reza Dajali. Encore une fois. Et là, en 2022, en octobre 2022, on a été un tout petit peu plus loin. Donc, on a fait une résolution qui est relativement ferme sur l'ensemble des choses que l'on demande à la Commission dans le cadre des relations avec l'Iran. Mais en même temps, on a aussi demandé dans le budget de l'Union qu'on arrête de financer quoi que ce soit, de quelque religion que ce soit, qui est liberticide sur les droits des femmes et des LGBT. Donc, typiquement, ce qu'on a demandé en 2022, c'est d'utiliser le mécanisme de voisinage pour qu'on ait des fonds d'urgence qui soient mis à disposition via les différentes ambassades de l'Union pour que les personnes qui sont en mesure de demander protection dans ces ambassades puissent être traitées. On a aussi demandé à ce que les Nations Unies lance une enquête sur les événements qui viennent de se produire, confiée au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran et de mettre en place un mécanisme international d'investigation et d'imputabilité sur les violations des droits de l'homme commises par le gouvernement iranien. On en a profité pour demander à ce qu'on élargisse la liste des Iraniens qui sont en personnes physiques, qui sont soumises à sanctions par violation des droits de l'homme. Donc, une liste de responsables iraniens, notamment toutes les personnes associées à la police des mœurs, dont la complicité ou la responsabilité dans la mort de Masra Jina Amani sont prouvées. À la liste des personnes qui font dans notre union objet de mesures restrictives pour de graves violations des droits de l'homme. Donc, on a aussi demandé à ce que la vice-présidence en charge de la politique extérieure de l'Union continue vraiment de mettre en premier dans ces discussions avec les autorités iraniennes, dans toutes les enceintes bilatérales ou multilatérales, le sujet des droits de l'homme et à tirer parti de tous les engagements prévus avec les autorités iraniennes à cette fin, notamment dans le cadre du dialogue politique de haut niveau entre l'Union européenne et l'Iran. Donc, d'un côté, aider avec de l'argent en local les ONG ou les victimes de ces répressions. En même temps, de manière structurelle, demander que la diplomatie de notre union prenne systématiquement la parole dans les organisations internationales où l'Iran est présent pour reparler du sujet des droits de l'homme. On a aussi demandé à ce qu'il y ait une coordination beaucoup plus étroite entre toutes les ambassades de l'Union qui sont accréditées à Téhéran, justement pour protéger tous les lanceurs d'alerte, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des victimes, y compris les binationaux. Et puis aussi de permettre à des prestataires de services de communication qui sont dans l'Union qu'ils puissent fournir aux citoyens iraniens des outils de communication, par exemple des dispositifs de visioconférence, des plateformes d'apprentissage en ligne, de la cartographie, pour leur permettre d'accéder aux outils et plateformes en ligne dont ils ont besoin pour continuer à exercer leurs droits fondamentaux, comme par exemple la liberté d'expression. Et puis, on a encore une fois parler de ce lobbying continu exercé auprès des institutions européennes par des associations islamistes réactionnaires. On a demandé, encore une fois, non seulement que dans cette résolution, que la Commission ne travaille pas avec elle, mais également au travers du budget, qu'il n'y ait pas 1 euro d'argent qui aille sur aucune association extrémiste religieuse, dont les islamistes, mais excusez-moi, les autres ne sont pas mieux. Et puis, c'est un sujet qu'on suit
Je pense que c'est un sujet qu'on va suivre pendant très longtemps et il y a la part des États qui peut être faite, il y a la part du Parlement, du Parlement européen, du Parlement national qui peuvent être faites. Je crois aussi qu'il y a la part de chacun d'entre nous. Par exemple, tant qu'on sera très dépendant aux fossiles, on sera très dépendant d'un pays comme l'Iran. Donc, quelque part, toutes les économies fossiles qu'on peut faire renforcent, entre guillemets, facilitent une négociation politique ou renverse le rapport de force. Voilà, c'est important de se dire qu'on est tous ensemble sur ce sujet-là, qui dure depuis longtemps, qui ne va pas s'arrêter demain, mais c'est tous ensemble, petit bout par petit bout, et notamment en étant exemplaire, comme tu l'as dit, Juliette. Moi, je suis rapporteure pour le Parlement européen sur l'égalité dans l'ensemble des politiques publiques européennes. On a commencé par vérifier si notre Parlement respectait les lois qu'il demandait aux entreprises. La réponse était non. Et donc, plus on aura de femmes à des postes de haut niveau, dans toute la hiérarchie de l'institution administrative du Parlement. Par exemple, les négociateurs qui vont négocier avec l'Iran sur l'ensemble des sujets politiques. Si demain, il y a des délégations qui sont paritaires qui arrivent, peut-être que ça va permettre de faire comprendre aux autorités iraniennes que leur combat est un combat du passé et qu'il faut qu'ils arrêtent avec ce truc-là de s'attaquer aux femmes et aux LGBT, et de manière générale, que le monde de 2022, il a à faire face au changement climatique, c'est suffisamment important, donc on ne peut plus continuer à travailler de cette façon-là avec des États comme la République islamique iranienne. Donc je crois que c'est aussi important que nous, on donne l'exemple à l'intérieur de nos institutions et gouvernements. Merci. Merci. Alors, je vais vous passer la réponse de Marlène Schiappa à la question que je lui avais posée. Et donc, en fait, c'est une carte blanche autour des actions de la France en faveur, en particulier, de la diplomatie féministe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire et de pouvoir intervenir par vidéo interposée dans cet échange. Je veux commencer par remercier l'association Égalité Ensemble, Juliette Decausan ainsi que toute son équipe pour l'organisation de ce temps d'échange. Je crois que c'est fondamental de montrer d'abord la mobilisation remarquable de la société civile pour soutenir les Iraniens et les Iraniennes. Deuxièmement, pour montrer que les organisations féministes françaises telles que la vôtre, telles que la nôtre, puisque j'ai l'honneur d'être marraine d'Égalité Ensemble, ne sont pas muettes face à ce qui se passe en Iran et soutiennent très clairement et sans aucune contestation possible les femmes iraniennes et ce grand mouvement pour la liberté qui a lieu à l'heure actuelle en Iran. Et puis enfin, je sais que Égalité Ensemble répond toujours présente pour défendre les droits des femmes partout dans le monde. Ensemble, nous avons pu mener des interventions sur les femmes afghanes, sur les femmes ukrainiennes, et je suis très heureuse qu'aujourd'hui, une fois de plus, vous puissiez permettre à des expertes et des experts d'échanger et d'avancer sur la manière dont la France peut, de manière encore plus forte, soutenir le peuple iranien. Alors, je voudrais répondre à toutes les questions sans tabou, et notamment revenir sur certaines interventions. Je salue bien sûr l'ensemble des intervenants, avec un clin d'œil particulier pour Tristan Banon, si vous me le permettez, puisqu'elle a été lauréate du prix du livre citoyen que j'ai organisé dans mes précédentes fonctions pour son livre sur la paix des sexes, qui partage notamment l'importance de défendre les combats pour les droits des femmes et pour les droits humains, afin que nous puissions, femmes et hommes, partager un même espace de vie, de travail, de débat, de mixité. Et ceci en France comme partout. Alors, il y a un sujet important sur lequel je souhaite revenir, qui est la question de la diplomatie et de la manière dont se mènent les actions diplomatiques. Moi, j'ai été 10 ans présidente d'association, élue locale, et c'est vrai que j'ai pu, dans le passé, m'interroger sur la manière dont la diplomatie était menée pour soutenir les femmes, parce que parfois, quand on n'entend pas le chef de l'État s'exprimer,
tout le temps sur un sujet qui pour nous devrait mériter chaque heure d'attention. Certains ont pu faire la remarque en disant mais on n'a pas entendu le président de la République ou on n'entend pas le gouvernement sur ce sujet. Alors rien n'est plus faux, hein. Je veux rappeler ici que la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna, qui est ambassadrice de formation, de métier si je puis dire, s'est exprimée à de nombreuses reprises sur le sujet. Je veux ici mentionner également ma collègue Laurence Boone, chargée des affaires européennes, qui a publié une tribune très forte partagée avec l'ensemble des femmes ministres de l'Europe et des affaires européennes en soutien justement aux Iraniennes, et c'était aussi une démarche d'expression importante. Et en ce qui me concerne, depuis le début, je ne cesse de rappeler le soutien philosophique mais aussi politique que j'apporte et que nous apportons aux femmes iraniennes. Je veux dire également que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur ce sujet. Il a dit d'ailleurs qu'il faisait part de son admiration pour les femmes et les jeunes, notamment qui manifestent depuis la mort le 16 septembre dernier de cette femme kurde iranienne de 22 ans, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Et le président de la République a dit, je cite, « Nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs en assurant défendre ce qui se passe en Iran ». Il a aussi dit d'ailleurs de manière très claire que la France condamne la répression menée aujourd'hui par le régime iranien. Cela a amené d'ailleurs une réaction du gouvernement iranien. Alors le président Emmanuel Macron, qui a porté la diplomatie féministe et qui a appelé à l'ONU il y a quelques années de cela à la création d'une grande cause mondiale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'image de ce qu'il a apporté, s'est exprimé, vous le voyez, en soutien à Mahsa Amini, et je pense que c'est important de le réitérer et de le rappeler et de le soutenir. Je pense de la même manière que celles ou ceux qui, ici en France, défendent l'idée selon laquelle le voile serait un embellissement de la femme ne sont pas qualifiés pour se faire aujourd'hui porte-parole de celles qui veulent retirer ce voile au péril de leur vie, puisqu'ils ne défendent pas le choix ici en France de celles que l'on oblige à le faire. Et donc ça me semble extrêmement important que d'être cohérent. La cohérence, c'est la politique que nous avons menée contre l'islamisme dit radical, contre l'islamisme donc au ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin par le biais de la loi pour conforter les principes de la République. J'ai eu à cette occasion la possibilité de créer le bureau de la laïcité, j'en suis très fière. C'est un bureau qui n'existait pas auparavant dans l'administration et avec le Premier ministre d'alors Jean Castex, nous nous sommes mobilisés pour cela. Aujourd'hui, ma collègue Sonia Backès en a la responsabilité auprès du ministre de l'Intérieur, mais auprès aussi de la Première ministre Elisabeth Borne, qui est remarquablement mobilisée pour défendre les droits des femmes et ce, partout dans le monde. Je pense que c'est un combat que nous mènerons partout. Je veux saluer à cet égard la nomination récente de Jean-Marc Berton, mon ancien directeur de cabinet, ancien conseiller du président de la République, engagé pour la dépénalisation mondiale de l'homosexualité et qui se bat pour que les droits LGBT+ existent partout dans le monde en regard des politiques menées ici en France sous l'impulsion du président de la République et notamment par ma collègue Isabelle Rome avec la DILCRA, cette délégation interministérielle qui travaille pour lutter mieux contre l'homophobie et pour venir en soutien aux ONG et aux associations. Voilà, en quelques mots, je tenais à rappeler cette position qui me semble fondamentale, à dire à quel point nous restons ensemble mobilisés pour soutenir les femmes iraniennes. Je suis aujourd'hui chargée de la vie associative et donc toute association qui s'engage a vocation à recevoir un soutien et un appui de la part de l'État, quel qu'il soit, d'une part, et d'autre part, a vocation à pouvoir être soutenue, notamment dans l'accueil de ces combattantes de la liberté. Quand j'étais chargée de la citoyenneté, nous avons travaillé pour accueillir des femmes venant d'Afghanistan, venant d'Ukraine, mais aussi venant d'Iran. Et nous avons fait en sorte qu'elles puissent déposer des dossiers pour obtenir le droit d'asile, puisque ce sont au regard des conventions internationales des combattantes de la liberté. Nous les soutenons donc. Je propose que nous fassions aussi mieux connaître les activistes. Je pense à Nexia, je pense aux œuvres de fiction également. Le grand succès de Persépolis de Marjane Satrapi ou du film Nous trois ou rien de Kairon nous montre l'évolution de l'histoire de l'Iran, du Shah d'Iran à la dictature islamiste et à la situation actuelle. Je pense que c'est aussi de notre devoir que de les relayer et c'est pourquoi je veux remercier très chaleureusement Égalité Ensemble pour
cette formidable initiative de webinar aujourd'hui, qui j'espère sera le début d'une longue série en soutien aux Iraniennes et au peuple iranien, qui lutte pour sa liberté. C'est fondamental de le rappeler. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup. Je pense que voilà, donc on a dépassé un petit peu l'heure. Je veux vous remercier à toutes et à tous d'être venus, de vous être exprimés, d'avoir partagé vos connaissances, vos idées. Alors, ce sont des pistes. Nous ferons bien sûr d'autres webinars, notamment pour des propositions encore plus concrètes sur comment soutenir, sur comment démocratiser, sur comment permettre à ce que le monde soit plus égalitaire, puisque c'est notre objectif. Et je vous contacterai très certainement encore. Voilà, je remercie le public qui est venu, qui a posé des questions. Je pense que voilà, la plupart ont été traitées. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois et je vous remercie. Juste, j'ai dit un mot. Dimanche à 15h, il y a tous les Iraniens qui sont réunis à la République pour soutenir son mouvement. Donc, si vous êtes libre et vous pouvez participer, je pense que tout le monde sera bienvenu et que tout soutien, c'est important. Oui, donc c'est à Paris, place de la République. À 15h, oui. À 15h dimanche. Voilà. À dimanche, oui. Merci beaucoup. Et merci. Merci beaucoup. Merci. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.